Voilà, bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Ça débat. Merci de nous retrouver ce samedi. On est très ravis de vous avoir. On espère qu'on va passer un très beau moment. Nous sommes en plein coronavirus, nous sommes en plein mode du coronavirus. À cette émission, on a décidé d'en parler, de continuer à en parler. On ne s'arrêtera pas. On va parler du corona et aujourd'hui on s'intéresse au coronavirus et l'Afrique. Quels sont les comportements que les Africains devraient avoir face à cette pandémie? Est-ce que nous sommes suffisamment informés de cette maladie? Est-ce que nous sommes suffisamment prêts à faire face à cette maladie? Hier encore, on parlait de 509 cas recensés. On a déjà 6 morts et 10 guéris. On se pose la question à ce rythme, un rythme très violent, parce qu'on va très vite. Il y a quelques jours, on était à 100. Aujourd'hui, on est à 500. Comment ça se passera la suite? Est-ce que les Africains sont prêts pour un confinement? Est-ce que les Africains sont prêts à suivre véritablement les mesures recommandées pour chasser cette maladie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de l'Afrique comme cobaye également de tests de vaccins? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Comment est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Moi, j'aimerais vraiment comprendre tout cela puisque j'ai fait venir sur ce plateau un médecin qui vient pour la première fois sur ce plateau. Il s'appelle Dr Ngandou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Biala. Et puis Jules Mbende, journaliste, très observateur de la société camerounaise aussi. Bonjour Jules. Bonjour Solange. J'espère que ça va. Ça va Solange. Surtout quand il faut parler des choses aussi sérieuses, aussi importantes que cette pandémie qui fait peur, qui nous décime, qui a chamboulé complètement et totalement nos comportements. Ouais. Je peux être que fier de venir apporter du mien, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, cet après-midi, la ligne, comme d'habitude, sera ouverte. On est également sur la page Facebook Ça débat, tout simplement. Vous pouvez envoyer vos messages. Nous lirons avec beaucoup de plaisir. La ligne sera ouverte pour poser toutes les questions à Dr Ngandou. Pour ceux qui sont encore en train de se poser des questions, qui ne comprennent pas cela, vous savez, il faut répéter toujours, chaque jour. Il faut toujours répéter, c'est important. Je poserai la première question à Dr Ngandou. Comment est-ce qu'on peut définir le coronavirus? Je sais pas, je voudrais dire le coronavirus expliquer... Non, pour les nuls, tout simplement. Le coronavirus pour les nuls, comment est-ce qu'on pourrait dire? Bien, merci Madame Béala. Permettez-moi, avant de commencer, au titre de ma fonction de secrétaire général du syndicat national des médecins privés du Cameroun, dont le SINAMEC, d'avoir une pensée pour un confrère que nous avons perdu hier, le docteur Michel Chouamo, qui malheureusement nous a quittés dans l'exercice de ses activités professionnelles. Et j'aimerais avoir une pensée pour lui, au nom de tout notre syndicat, et une pensée pour sa famille si durement éprouvée. Restez in peace. Voilà. Malgré donc ces circonstances douloureuses, on va essayer une fois de plus d'expliquer ce que c'est que le coronavirus. Donc le coronavirus fait partie de la grande famille des microbes. Il faut savoir que dans la famille des microbes, très rapidement, les microbes, ce sont des micro-organismes, dont des organismes extrêmement petits. Et dans cette famille des microbes, nous avons 4 grands groupes, donc les champignons, les bactéries que nous connaissons, les parasites et les virus. Le coronavirus fait partie donc de cette famille de virus. Là-dedans, vous avez encore des sous-familles, donc il y a plusieurs subdivisions. La famille des coronavirus, elle est connue. Donc, par exemple, il y a un coronavirus qui est responsable de ce qu'on appelle le rhume, donc la rhinopharyngite. Ça, c'est une affection connue, qu'on connaît depuis longtemps. Mais celui-là, donc le Covid-19, comme il s'appelle, il a été découvert, c'est une souche qui a été découverte récemment en Chine, qui donc qui a provoqué cette crise sanitaire, cette pandémie mondiale dont nous sommes victimes, qui a pour principale particularité d'être très contagieux et qui a une certaine... Et apparemment très violent aussi.
Relativement virulent, oui, parce qu'il est potentiellement capable de causer des dommages, des affections graves chez l'être humain. Mais bon, nous en parlerons encore. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait relativiser. Voilà. Donc, pour de façon très, très simple, très réduite, dire ce que c'est que le coronavirus. Oui. Jules Mbende, vous, en tant qu'observateur de la société camerounaise, quel a été votre regard lorsque on annonce que le monde entier vit une situation comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Un enquêteur, un chercheur, dans le cadre de la communication, dans un premier temps, on était surpris. C'était une surprise. Un virus qui apparaît au monde, qui vient de la Chine et qui se propage très rapidement. Il est en Europe, il est aux Amériques et il est en train d'entrer en Afrique. Alors, la première chose qu'on avait à retenir, c'est que c'est un virus, pour nous, Africains, c'est que c'est un virus qui est venu d'ailleurs. C'est-à-dire que si l'Europe avait pris un certain nombre de précautions qui sont malheureusement en train de prendre aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit mieux vaut tard que jamais, ou l'Amérique, peut-être n'aurait-elle pas été victime de ce... Si au moment de la survenue, ou alors de la découverte de ce virus dont on entend beaucoup de choses tout autour. On nous parle des brevets, d'inventions et tout. Je ne vais pas m'aventurer, c'est sur le domaine scientifique, parce que je suis avec un gros professionnel des sciences. Moi, je suis qu'un communicateur. Mais je dis, la première attitude qu'on a eue, c'était la surprise. Il vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est peut-être pas parce que les États ont négligé aussi? Parce qu'on voyait par exemple le comportement du président américain qui appelait ça the Chinese virus. Donc il a fait ça comme ça. Il faut le dire. Et il s'en foutait. Et pareil, même en France, quand on a ramené les étudiants français, on les a rapatriés. Personne n'imaginait que ça allait être comme ça. Est-ce que c'est la Chine qui aurait mal exposé ce virus? Avant de répondre directement à la question, je vais revenir sur une petite anecdote. Nous sommes tous des adultes sur ce plateau, le docteur, vous et moi. On sait bien qu'au quartier, quand on agresse une fois, deux fois chez le voisin, ça fait pas très mal. C'est le jour où on entre chez vous, quand vous commencez à crier, que le voisin ne vient pas, que vous vous rendez compte que me disent, non, les voisins ne sont pas sérieux. Mais vous oubliez que les voisins criaient il y a 2 mois, il y a 3 mois, vous n'avez pas réagi aussi promptement. C'est exactement de ça qu'il est question. C'est-à-dire que quand les Chinois ont sonné l'alerte, ont commencé à crier, mais le monde entier, bon, ce sont que des Chinois, apparemment c'est des jaunes, apparemment, bon, on va... Et il a fallu donc qu'on se rende compte qu'on arrive à l'évidence à laquelle nous sommes aujourd'hui, où toute la science mondiale est au travail pour essayer d'aider les médecins à aider les malades, pendant que eux-mêmes, les médecins, je vais dire le corps médical, sont les premiers, à risque. Parce que c'est eux, les bien portants, qui vont soigner des gens malades. Donc ça devient délicat. C'est quand on commence à voir compter de morts en Amérique, on commence à compter de morts en Europe, qu'ils se rendent compte que ce n'était pas seulement une affaire des Chinois. C'était une affaire de nous tous. Et voilà, nous en sommes aujourd'hui. Mais docteur, moi, je vous pose la question. Est-ce que les médecins chinois ont véritablement communiqué là-dessus? Déjà, on avait ce problème avec le premier qui avait sonné l'alerte, qui est décédé juste après, avec des menaces, etc. Du gouvernement chinois au départ. Quand il sonnait l'alerte, il disait que voilà, il y a le coronavirus qui est là, on a vu comment ça se passait, comment est-ce que les Chinois bloquaient les gens, verrouillaient les maisons. Et est-ce que quelque part, ce n'est pas peut-être la Chine qui n'a pas pu communiquer, les scientifiques chinois, véritablement sur cette maladie? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais peut-être vous décevoir. Hein, je ne vais pas prendre la chose sous cet aspect-là, sous cet angle. D'ailleurs, je ne suis pas très bien placé pour parler de communication. Je pense que vous êtes mieux placé que moi. Donc, est-ce qu'ils ont véritablement communiqué? Je ne sais pas si les sources ont été vérifiées.
Pour ma part, je pense qu'il n'est pas utile aujourd'hui de stigmatiser, d'accuser. Non, on ne stigmatise personne, on essaye oui, de mais je veux la dire, genèse. on essaye de trouver la genèse déjà. On n'a pas véritablement de garantie de pouvoir la trouver, mais en plus, ça ne changera rien à la situation actuelle. Ouais. Donc, se préserver, très difficile parce que faut comprendre que la contagion du virus est aussi liée à notre mode de vie. Oui. Donc, nous avons aujourd'hui un mode de vie qui libertin, voilà, où on se déplace rapidement et beaucoup. Donc ça contribue à propager le virus dans le monde entier très rapidement. Il faut rappeler que ce n'est pas la première pandémie que l'humanité a connue. Nous avons connu, si vous lisez un petit peu, des pandémies comme celle de la grippe espagnole, qui a à elle seule, on spécule encore dessus, mais qui a fait entre 30 et 50 millions de morts. Je rappelle que pour le moment, avec le coronavirus, on est à 60 000 morts. Donc, je ne veux pas non plus pousser les gens à... Je ne veux pas banaliser ce qui se passe, parce que pour moi, une vie perdue, c'est une vie de trop. Je veux dire, on ne peut pas tous les morts, quel que soit leur âge, leur race, leur ethnie, leur sexe, je veux dire... C'est une perte. Voilà, c'est une perte. Mais quand même, il faut parler en gardant certaines proportions. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de communication et je ne pense pas qu'on, compte une autre mode de vie, qu'on aurait pu se préserver d'une telle propagation. Surtout que, au stade actuel, en réagissant, pour ma part, je pense de façon aussi extrême, l'impact social, l'impact économique, l'impact politique sera... je le pense, beaucoup plus difficile à surmonter que l'impact sanitaire. Oui. Aujourd'hui, donc, l'Afrique, le Cameroun est touché. En toute honnêteté, est-ce que vous pensez qu'on est prêt à faire face à ce virus, docteur? Alors, aucun pays n'était prêt. Il faut dire que la pandémie de la grippe espagnole, la dernière pandémie date d'environ 100 ans. Donc, je pense que l'humanité n'a malheureusement pas gardé de mémoire, de souvenirs, puisque tous ceux qui l'ont vécu, la plupart sont déjà décédés. Donc je pense qu'aucun pays n'était véritablement préparé. Même les pays les plus riches, on le voit, ont beaucoup de difficultés. Pour le Cameroun, je pense qu'il ne s'agit pas, c'est pas ici le moment de critiquer quoi que ce soit. Non. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse comme si on découvrait la situation sanitaire de notre pays. Je veux dire, elle est connue par tout le monde depuis longtemps. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous faire découvrir l'état du système sanitaire camerounais. Je pense que c'est la responsabilité de tous les Camerounais, parce que ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Et le système, il est tel qu'il est. Donc aujourd'hui, le système que nous avons, il est beaucoup moins performant que celui de la France, que celui de l'Allemagne, que celui de l'Italie, où il y a déjà beaucoup de morts. Donc, être préparé, non, je pense que personne n'est véritablement préparé. Jules Bende. Oui, si je peux donner un élément de réponse à... Ce ne sera pas à... Sommes-nous préparés? Non. Mais ce sera plutôt qu'est-ce que nous devons faire pour nous prémunir. Voilà. Et à ce niveau, je dis, nous avons déjà un gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures. Nous avons à les suivre et peut-être nous aider entre nous de déjà suivre ces mesures et puis amener d'autres mesures. Moi, par exemple, j'ai interpellé quelques autorités administratives du littoral sur un élément très... je vais dire quoi? Je ne vais pas dire contaminateur, mais un élément conducteur de la maladie plus rapidement que ça aurait été si cet élément était régulé. Je parle des mototaxis. J'ai discuté par exemple avec une très grosse autorité de chez nous. Je lui ai dit, à mon enquête de communicateur journaliste, j'ai constaté qu'il y a des gars dans ce corps qui portent un blouson pendant 2-3 semaines. Ils dorment sur les rues à quoi, ils dorment à Bépanda et trucs. Alors il était question, j'ai interpellé des maires, j'ai interpellé des autorités pour leur demander de prendre des arrêtés, de prendre des décisions administratives. Que par exemple qu'on leur dise on a déjà dit qu'ils ne portent plus 2-3 personnes telles qu'ils le faisaient avant, mais que dorénavant qu'ils mettent plutôt un chasuble
Mais plutôt un chasuble. Et puis que ce chasuble soit lavé tous les 2 jours. Bon, on ne va pas mettre un gendarme pour aller voir si le chasuble est lavé ou pas. Mais déjà mettre le chasuble, ça nous évite ce blouson noir dans lequel on cachait les poignards et tout, qui fait 3 semaines sur le corps d'un individu, qui lui-même déjà l'expose. Donc ça c'était l'une des premières choses. Maintenant, quand je reviens sur les médias, pour ce qui me concerne en tant que communicateur, c'est le moment maintenant de faire la vraie radio, c'est-à-dire que de parler aux gens en langue naturelle, d'aller, pourquoi même pas ne pas se déplacer, c'est-à-dire que si on me dit par exemple que FM tant veut se déplacer pour, je prends un cas imbécile, pour mon village Mbangante qui est un de mes villages ou mon village Yabassi, mais je suis prêt à amener du mien en termes de logistique et tout pour rassembler, pour parler aux mamans, pour parler aux papas, pour leur dire que vraiment cette affaire elle est sérieuse, changeons radicalement de comportement, comportement tel que. Vous croyez que les Camerounais ne sont pas suffisamment informés? Non, les Camerounais sont informés, mais on sait aussi. Il y a des mesures à prendre. L'État a des mesures à prendre. Quand je dis l'État, je parle de l'État central, puisque nous tous nous constituons l'État. Vraiment, quand on voit la vétusté dans laquelle vivent certaines formations hospitalières dans l'arrière-pays, je dis et j'interpelle encore aussi de ce côté-là un aîné à Yaoundé, qu'on arrête de penser que le Cameroun, c'est les 10 chefs-lieux de région. Ouais. Parce que hier, par exemple, ou avant-hier, on a sorti un arrêté où on parle de la CIAC TV qui va passer, du télé-enseignement pour que les enfants, du coup, moyen de tout préparent les examens et tout. Mais est-ce qu'on a pensé à l'enfant qui est dans mon village à Yingui, à Ndoubiakat? Est-ce qu'on a pensé à l'enfant qui est au fin fond à Bassounjan ou à Bazou là-bas? Mais attendez un peu. Il faut qu'on ne pense pas que tout s'arrête à Yaoundé, Douala. Donc, je dis la mesure est bien. Mais il faut qu'on pense comment l'étendre. Commençons donc par la fin. Vous voulez le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour résumer ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut que les mesures soient contextualisées. Voilà. Il faut que les mesures soient adaptées au milieu, à nos réalités. À nos réalités. Ouais. Voilà. Alors, premièrement, je pense que les mesures importantes sont prises. Donc oui, il faut déjà qu'on sache comment la contagion se passe. Donc c'est un virus qui pénètre dans le corps par les voies respiratoires, la bouche, le nez et aussi par les yeux. Les yeux? Par les yeux, quand vous frottez les yeux avec une main qui est contaminée, il est possible que le virus... Voilà. Alors, il y a encore des spéculations pour savoir si, dans certaines proportions, il peut se trouver dans l'air. Actuellement, on hésite encore, mais de toute façon, c'est toujours par les voies respiratoires qui pénètrent dans votre organisme. Donc, par conséquent, ce qu'on dit, se laver les mains régulièrement, mais se laver les mains avec de l'eau, du savon, avec du gel hydroalcoolique lorsqu'il est disponible, se couvrir la bouche quand on éternue, et puis, je pense qu'il faut, et ça c'est à la portée de tout le monde, il faut vulgariser le port du masque. Alors, moi j'entends les Camerounais se plaindre. C'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire parce qu'on ne voit pas de masque en même temps. Mais on n'en voit pas parce que les Camerounais n'en prennent pas conscience. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand je dis masque, ça ne doit pas être un masque chirurgical. On peut faire un masque en tissu. Voilà. On a plein de tailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un bout de tissu? Moi je ne vois pas les gens marcher nus. Alors on peut prendre un bout de t-shirt et l'attacher autour de tout ce qui peut protéger. Il suffit qu'il soit propre, c'est tout. Il suffit qu'il soit propre. Après, il faut le laver, le faire bouillir dans de l'eau chaude. Si on ne peut pas le repasser, et on sait que la chaleur, à partir d'un certain degré, parce que là aussi, il y a des spéculations, tue le virus. Ouais. Donc, si vous mettez ce tissu dans de l'eau bouillante, il sera désinfecté. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de moyens. Il faut prendre conscience. Donc, quand on parlait de communiquer, justement, je pense que les médias ont une très grande responsabilité. Il faut adapter la communication pour que les populations comprennent ce qu'il y a à faire. Ouais. Mais moi, je vais interpeller les médias sur un autre aspect, parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui se propage beaucoup plus vite que l'épidémie. C'est la psychose que génèrent les réseaux sociaux et les médias. Oui. Voilà. Et cette psychose provoque déjà des maladies, qu'on appelle psychosomatiques, qui sont bien réelles, et provoque des comportements inadaptés, inappropriés, et peut même provoquer des comportements. Donc moi je pense que les médias ont la responsabilité d'éviter justement de renforcer cette situation psychogène en donnant des informations, des bonnes informations, et surtout en adaptant le discours à l'auditoire camerounais. Donc il faut communiquer en langue quand c'est nécessaire, il faut communiquer de façon simple.
et ne pas inutilement effrayer les gens. On ne parle pas de gens qui guérissent. La science, je veux dire, il y a des informations qui disent et qui sont vérifiées que 80% des personnes qui sont infectées ne présentent aucun symptôme. Près de 80% font la maladie et guérissent spontanément, sans médicaments, sans symptômes. C'est un élément qui, pour moi, est important. C'est positif. C'est positif. On ne doit pas banaliser. Une fois encore, je dis c'est très grave parce qu'une seule vie humaine de perdue, c'est quelque chose de grave. Mais il ne faut pas non plus céder à la psychose. Justement... L'ennemi, il est invisible. Oui. C'est ça qui fait peur aux gens. C'est ça qui fait peur. À la différence d'Ebola, vous voyez, à la différence du VIH, où, bien qu'il soit invisible, on savait quels étaient les modes de transmission, on savait comment se protéger. Là, nous sommes face à un ennemi qui est invisible. Il peut être partout, on ne sait pas où, et c'est ce qui fait qu'on a peur. Mais on a peur surtout parce que, à longueur de journée, les médias, on nous braille dans contre les morts, les yeux et les oreilles, nous montrent des images à peine soutenables. Et tous les jours, c'est un décompte. 1 mort, 2 morts, 6 morts. Moi, il y a une chaîne de télévision que je ne regarde plus, une chaîne d'information, parce que dès que vous ouvrez, on commence le générique. Vous savez, c'est l'ensemble 150 morts aujourd'hui, 200 morts des médias, c'est l'ensemble des médias et des réseaux sociaux. Je profite pour interpeller là mon père, le ministre de la Communication, le président du Conseil national de la Communication et le président du syndicat des journalistes Cameroun. Nous avons un travail, je ne vais pas dire patriotique, mais ce n'est pas différent de ça. Nous devons éduquer nos communautés à être prêts à faire face, à prévenir par le suivi d'un certain nombre de mesures que les médecins nous ont, que le gouvernement nous a impliqués. Nous ne sommes pas véritablement on passe le temps à noircir le tableau. Oui. Parce qu'on se comme si on culpabilisait quelqu'un ou un groupe de personnes. On se contente de stigmatiser des gens. C'est pas de ça qu'il est question. C'est venu des compatriotes qui nous ont ramené ça ici. Ils se sont évadés. C'est le gouvernement qui ne fout rien. On s'attarde beaucoup plus. Voilà, on critique le gouvernement, on critique le système sanitaire. Mais écoutez, on n'a pas compris. Moi, je pense qu'on est loin d'avoir compris que d'abord, la première des choses, face à un ennemi qui est un ennemi commun, la première réaction, c'est de se mettre ensemble. Ensemble. Donc il faut d'abord taire toutes nos différences, tout de suite, tous nos conflits, et on est tous logés à la même enseigne. Il faut se mettre ensemble pour combattre l'ennemi commun. Ça, c'est la première des règles. La deuxième, et là aussi les Camerounais n'ont pas compris, on a parlé de solidarité, mais je ne vois pas de solidarité. Il n'y en a pas. Les gens se ruent dans les pharmacies. Les gens se ruent dans les pharmacies, achètent tous les stocks de médicaments disponibles pour les revendre après plus cher. Ils achètent tous les masques. Où est la solidarité? Tout a augmenté au marché. J'espère que vous êtes au courant, docteur Ngandou. Je vis comme vous au Cameroun. Non, moi, je suis allé au marché. Je comprends que c'est très difficile, mais tout ça, ce sont les conséquences, ce sont les dommages collatéraux de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a déjà une psychose au Cameroun, et cette psychose sera dévastatrice. Plus dévastatrice que la maladie elle-même. Voilà. Là, je suis d'accord avec vous, docteur. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'automédication, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu donneur de conseils par rapport au... C'est autant de choses qu'il faut éviter. Dès qu'on a dit que le citron était bon, le citron augmenté au marché. On a dit le gingembre, le ginger pareil. On a dit l'aloe vera. Actuellement, vous avez une feuille à 2000, un truc qui coûtait dans les 400, je ne sais pas trop. Alors, Madame Béala, le problème avec ça, l'automédication n'a jamais été une solution. Il faut savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous ingérons comme médicaments, comme infusion, mais il peut y avoir des effets secondaires et des effets toxiques, malheureusement, dans certains cas. Donc, les excès ne sont pas bons. Je veux dire, qu'on prenne du ginger, du citron de façon raisonnable, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, qu'on commence à avaler des tonnes et des litres, ça peut avoir des effets néfastes. Non, mais justement, docteur, moi j'en parlais sans refouler complètement cette automédication, la prendre telle que vous venez de l'indiquer, c'est-à-dire qu'à dose normale, comme les scientifiques vous aimez dire, à dose thérapeutique. Mais je rappelais à un diabétique qui me dit que lui, l'eau de Ndolé va l'aider. Je lui ai dit à l'époque où j'ai suivi ma maman dire qu'avec l'eau de Ndolé, elle régulait sa glycémie. Alors, vous voilà diabétique. Vous allez prendre excès d'eau d'indolé. Sachez donc que l'hypoglycémie est plus dangereuse que l'hyperglycémie. Quand vous allez faire une hypo, vous allez penser que c'est l'eau d'indolé qui est venu vous contaminer corona, alors que vous avez une maladie que l'eau d'indolé est venu aggraver. Il faut bien expliquer aux Camerounais. L'automédication. C'est les choses qu'il faut dire. On parle d'automédication quand on utilise des médicaments. Voilà. L'automédication est proscrite. Les médicaments ne s'utilisent que
sur la base d'une prescription médicale faite par un médecin, délivrer des médicaments délivrés par un pharmacien, parce qu'il faut une traçabilité, il faut savoir ce que vous ingérez. Chaque médicament, aussi, connu soit-il, je prends l'exemple du paracétamol, chaque médicament a des effets secondaires. Absolument. Donc, une mauvaise utilisation peut, dans certains cas, provoquer des conséquences graves. Voilà. Maintenant, les recettes de grand-mère, appelons-les comme ça. Oui, nous sommes en Afrique, on a toujours pris des... Mais là aussi, n'exagérons pas et ne faisons pas tout et n'importe quoi. Voilà. Ouais. Moi, il n'y a pas de raison qu'on change nos habitudes. Il y a des recettes de grand-mère qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont connues. Il n'y a pas de raison qu'on se prenne... Docteur, moi je suis étonné d'une recette de grand-mère et je voudrais qu'on s'arrête un peu là. On parle du sel-gemme, qu'on appelle kanwa au marché. Nous, on utilise ça pour ramollir la feuille de ndolé, pour ramollir les légumes. C'est-à-dire, lorsque vous mettez ça, ça devient très mou. Les gens vous demandent, c'est un truc qui a pour rôle d'écraser, de rendre mou. On vous demande d'écraser ça et de boire. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien créer dans le corps? C'est pour ça que je dis que c'est très dangereux. Les réseaux sociaux sont dangereux et il ne faut pas relayer ce genre de choses. Il faut que les Camerounais comprennent que tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément vrai. Bon. Ce n'est pas la voie par laquelle il faut communiquer. D'ailleurs, je pense qu'il y a des sources autorisées concernant le coronavirus pour recentrer les voix. Il y a des sources autorisées qui donnent des conseils. Lorsque il y a une autorité sanitaire qui donne des conseils, qui donne des recommandations, qu'on suive ces recommandations et qu'on ne commence pas à suivre les recommandations de je ne sais qui. Nous avons l'Ordre national des médecins du Cameroun, c'est une corporation qui est reconnue, qui est officielle, qui peut parler de façon scientifique. Voilà. C'est pareil pour les pharmaciens, c'est pareil pour les biologistes. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont organisées dans notre pays. Donc, il n'y a pas de raison que chacun, dans un coin de sa chambre, commence à concocter des ordonnances et les mettre sur les réseaux, parce que les réseaux sociaux ont donné la parole aux sans-voix. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très dangereux. Ouais. C'est très dangereux. Je vous pose une autre question, justement, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Avant, on disait que le virus ne peut pas vivre dans la chaleur. C'est ce qu'on disait. En Europe même, je connais beaucoup de copines qui me disaient « Ah, vous avez beaucoup de chance, il paraît que votre climat ne permet pas que le virus vive. Donc mieux, je viens dans votre pays, je viens au Cameroun, je rentre chez moi. » Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les Camerounais meurent au Cameroun. Avant, docteur, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Ça se dit depuis une dizaine de jours. Toujours dans leurs réseaux sociaux. Mais sauf que j'ai pour habitude, vieux communicateur, de mettre toujours mon bon sens en éveil pour quelle que soit l'information que je reçois avant de me mettre à la traiter. Et je me suis dit, bon, si en Afrique il fait très chaud, en Asie du Nord, il fait quoi? À Dubaï, c'est 50 degrés. Mais on a des cas à Dubaï. Absolument. On a des cas en Arabie Saoudite. Il fait 2 fois, 4 fois, 5 fois plus chaud. Si nous sommes à 32 degrés à Douala, ils sont à 50 degrés. Donc, maintenant, de l'autre côté, ils reviennent, et ça c'est hier, ils disent non, c'est plus trop de chaleur, c'est plutôt le froid. Il faut totalement éviter le froid parce que le virus, dès qu'il est entré, laisser les climatiseurs, laisser les ventilateurs. Et tout à l'heure, l'ami qui m'a envoyé le truc, j'ai répondu immédiatement, mais à lui quoi, puisque je ne savais pas lui il a ramassé ça. C'est toujours mentionné au-dessus, là, transférer. Je lui ai dit, mais si le froid était un vecteur d'aggravation de la maladie, les Canadiens seraient déjà tous morts. Parce que là-bas, c'est moins 15, moins 20, moins 2 degrés. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, je pense que toutes les spéculations qui peuvent être faites autour de ces arguments pseudo-scientifiques, aujourd'hui ce ne sont que des spéculations parce que nous n'avons pas suffisamment de recul. C'est une nouvelle maladie. La science a besoin de temps. La science a besoin de temps et la maladie, nous la connaissons depuis moins de 6 mois. Oui. Moins de 3 mois. Il y a 3 mois, docteur. Donc, il y a des publications scientifiques qui sont faites tous les jours, mais il n'y a pas suffisamment de recul pour faire certaines allégations qui, pour moi... Donc, tout ce qui a trait... Aujourd'hui, des choses qu'on connaît sont vraiment limitées. Et commencer à dire que la race noire serait protégée,
que la chaleur, que l'Afrique serait... Ce sont des choses qui ne sont pas vérifiées. Et ce serait encore là risqué de croire à cela et de prendre ça comme un acquis. Je pense qu'il faut rester sur les prescriptions, sur ce que nous connaissons. On a dit la prévention, voilà des gestes de prévention, on a parlé de se laver les mains, on a parlé de se couvrir le visage, le nez et la bouche. On a parlé de distanciation sociale, c'est-à-dire éviter les regroupements parce que justement tout ça favorise la transmission du virus. Il faut comprendre que le virus ne se déplace pas, c'est les humains qui se déplacent et qui transportent le virus. Donc moi, il faut revenir à des choses. Maintenant, on peut expliquer, on peut faire des raisonnements qui n'engagent que moi. Je veux dire, l'Afrique, la population africaine, elle est jeune. Ce qu'on sait, statistiquement, pas scientifiquement, mais statistiquement parlant, ce qu'on sait du virus, c'est que la plupart des personnes qui ont développé des formes graves de la maladie, ce sont des personnes âgées. Des personnes d'un certain âge, des personnes qui ont des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire qui ont des maladies associées, comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires. Donc, mais c'est surtout les personnes âgées qui en sont victimes. L'Afrique, on le sait, tout le monde le sait, la population elle est jeune. L'espérance de vie en Afrique, selon des statistiques encore de la Banque mondiale récente, pour les hommes, je pense qu'elle est au Cameroun, en tout cas, elle a moins de 60 ans. Elle a moins de 60 ans, 58 ans, je crois. Donc, alors, si statistiquement, on meurt à 58 ans, ça veut dire que statistiquement, nous ne sommes pas exposés à ce virus, puisque enfin, ceux qui développent des formes graves, en général, quand vous regardez les statistiques de l'Italie, par exemple, c'est la moyenne des personnes décédées, je crois, c'était au-dessus de 75 ans, d'ailleurs, c'était dans les 80 ans. À 80 ans, chez nous, on est déjà mort et enterré. Donc, maintenant, ça, ce sont des statistiques. Ce sont des statistiques, mais il faut savoir que la population jeune, elle est moins affectée. Par contre, cette population, ce sont des vecteurs. C'est pour ça qu'on demande aux gens de faire attention. Ce n'est pas parce qu'on ne développe pas des symptômes, c'est pour ça qu'on parle de responsabilité, c'est pour ça qu'on parle de solidarité. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit aller au village. Oui, mais en allant au village, on va contaminer nos vies. Mais bien sûr. Donc les gens ont eu un premier réflexe, encore une fois égoïste, de se réfugier dans les villages. J'ai vu beaucoup de gens qui sont partis. Sans prendre la peine de savoir si eux-mêmes s'ils n'étaient pas déjà contaminés. Voilà. Il y en a qui sont allés déposer leurs enfants au village parce que les enfants... Oui, mais ça, je vous garantis que c'était un moyen de contaminer les villages. Donc malheureusement, on a tendance à toujours avoir des comportements dans la précipitation, à cause justement de cette psychose, et des comportements parfaitement égoïstes, individualistes. Et ça, ce sont des choses qui favorisent la propagation de la maladie. Oui. Il faut qu'on le comprenne. Un autre dit dans les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, on va entrer vraiment en détail. On dit le virus ne vit pas dans la chaleur. Vous avez dit c'est faux. Il continue toujours à vivre dans la chaleur. La preuve, les Camerounais meurent. Et de deux, on dit que si on meurt de cette maladie, c'est qu'on est déjà malade de cette maladie. Donc, si vous n'êtes pas malade, si vous êtes déjà malade, le virus vient vous achever. C'est un peu comme le VIH-Sida, c'est-à-dire le syndrome immunodéficitaire acquis. On sait bien, si vos défenses sont déjà faibles, cette maladie vient Alors, lorsque vos défenses sont faibles à cause d'une immunodéficience, à cause d'une autre maladie, comme le diabète, comme l'hypertension, comme l'insuffisance cardiaque, lorsque vous êtes déjà affaibli, vous êtes plus vulnérable. Ça veut dire qu'en cas d'infection, il y a plus de risques que vous développiez des formes graves. Parce que l'infection, ce n'est pas que vous vous infectez plus facilement, vous vous infectez au même titre que les autres. Sauf que lorsqu'on est tous infectés, les plus vulnérables sont ceux qui ont des maladies chroniques. Oui, même le surpoids est un facteur le problème, c'est qu'il y a des gens, lorsqu'on dit qu'il y a un noir qui est mort, tous les réseaux sociaux, dès qu'on dit qu'il y a un noir qui est décédé, il y a toujours une raison
oh, il est mort parce qu'il avait déjà, parce qu'il était déjà, parce qu'il était... Donc, Mais ça, on cherche toujours à justifier... Mais ça, c'est culturel. En Oui, Afrique, on cherche toujours à justifier. la mort en Afrique Comme on dit n'a que jamais non, été- ce n'est pas le corona qui l'a tué, c'est qu'il était déjà Vous savez, on malade. ne va pas changer notre culture. Je veux dire, culturellement, aujourd'hui, on a un rapport avec la mort qui est assez particulier. Donc aujourd'hui, chez nous, il n'y a pas de mort naturelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on est vulnérable, tout le monde peut s'infecter. Et c'est pour ça que il faut mettre un accent sur la prévention. Pourquoi mettre un accent sur la prévention? Tout à l'heure, on a parlé de nos systèmes de santé, nos systèmes sanitaires, nos hôpitaux. Nous sommes un pays pauvre, faut le savoir. Un pays en voie d'émergence, on va émerger un jour, je l'espère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on arrive à un stade où on va être hospitalisé, où on va devoir entrer en réanimation, on a besoin d'assistance respiratoire. On peut faire des choses en amont, et ces choses-là, ce sont des gestes de prévention, ce sont des comportements responsables, hygiéniques. Vous savez, ce sont des choses... Moi, j'ai remarqué dans la rue, de plus en plus, des gens qui vont faire leurs besoins dans la rue, c'est un manque d'hygiène. Des gens qui se mouchent à main nue et qui s'essuient les mains. On voit des choses. Ça, ce sont des gestes... Qui crachent tout le qui temps crachent dans la rue. Oui. Il faut qu'on ait un comportement beaucoup plus responsable. C'est ça qui fait que le virus se répande. Qu'on commence par là. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas d'avoir des installations sophistiquées. Vous voyez même ceux qui les ont. Les États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Aujourd'hui, combien de morts vous avez? Catastrophe. Donc, ce n'est pas parce que vous aurez 1000 lits ou 2000 lits ou 10 000 lits de réanimation que vous allez... D'ailleurs, il y a une chose qu'on ne dit pas. Il faut peut-être que les journalistes aillent investiguer. Quelles sont les statistiques? Quels sont les taux de mortalité des services de réanimation? Combien de personnes qui entrent en réanimation en ressortent? Parce qu'on parle tout le temps de morts. Alors, il faut savoir que la plupart des morts dont on parle, c'est des morts qui sont entrés en soins intensifs, en réanimation lourde. Et c'est ceux-là qui décèdent. Ceux qui font des formes légères de la maladie s'en sortent. Donc aujourd'hui, concentrons-nous sur ce qui est à notre portée. Ce qui est largement à notre portée, c'est notre comportement. C'est tout. C'est mettre un tissu devant la bouche. Et pour ça, on n'a pas besoin d'importer des masques de France ou de Chine. Mais que nos industries textiles se mettent en marche. Absolument. Et qu'on nous fabrique des bouts de tissu. Que chaque petite couturière, d'ailleurs, ça va créer des emplois. Qu'on couse des masques. Comme la jeune dame de Konsamba. Voilà. Il y a une jeune dame à Konsamba. Ils sont nombreux qui commencent à le faire. Sur les réseaux sociaux. Qu'on produise du Elle gel les importe à hydroalcoolique. Douala. Voilà. Nous avons des industries qui Moi, font du gel hydroalcoolique. je profite même pendant qu'on y est pour faire un petit coucou à une femme de cœur, Elsie Dipoko, qui a le Lunch and Garden, tu fais pas de pub, et qui a décidé d'offrir à tous ses clients, à tous ses amis, des masques. Des gestes de solidarité. Des masques faits maison, lavables à l'eau chaude. Absolument. Donc elle l'offre à tout le monde, elle appelle et dit venez récupérer un masque pour vous et la famille. Elle a offert, je dis gratuitement, des masques lavables. Donc il faut beaucoup plus d'actions comme celle-là. Je recommanderais qu'on commence par les plus nécessiteux. Ouais. Donc, je pense que ceux qui peuvent se les acheter, mais il faudrait offrir au plus. On a des enfants dans la rue, on a des gens, on a des orphelins dans des orphelins. On essaie de le faire, Moi, je vais mener une campagne. Je pense que c'est à ce moment que ma fondation va rentrer vraiment on essaie de le faire. en compte. C'est un projet dans lequel je suis. Oui, bien sûr. J'ai une très très grosse partie. Oui. Une très grosse part Ma de fondation, responsabilité. bien sûr. Parce qu'il faut mettre les sols, il faut construire. On le fera. On le fera. On va continuer. Sauf que ils sont là et moi c'est l'occasion de le dire. Moi, après avoir posé un certain nombre d'actions du côté de Yabassi en allant vers chez moi, distribuer les cache-nez qui m'ont... Bon, mais ça n'a pas empêché quelques-uns de mes cousins à mon départ, pensant que à peine il vient d'être élu maire député que je veux déjà leur place. C'est malheureux, je leur dis là. C'est incroyable. C'est incroyable, mon Dieu. On va rêver. On va rêver, on va continuer dans notre évolution dans ce débat. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page Ça débat, donc à tout moment, vous pouvez poser vos questions. On a Dr Ngandou sur le plateau et Jules Mbende. On va ouvrir la ligne dans quelques instants avec la complicité de la réalisation. Pour ceux qui voudraient poser des questions
en direct. Est-ce que c'est possible de vivre un véritable confinement, puisque les gens disent que you must stay home, stay at home, rester à la maison. Est-ce que c'est possible de le faire chez nous au Cameroun? Parlons vrai. Alors, est-ce que c'est possible? Je pense que le confinement, aujourd'hui, à ce que je sache, il est en vigueur. Je veux dire, les autorités dans notre pays ont donné des instructions qui doivent être suivies. Et maintenant, est-ce que c'est possible? Vous parlez d'un confinement total, je suppose. Oui. Vous savez, le confinement total, je ne connais pas un seul pays où ce soit appliqué, puisque même les pays qui prétendent le faire, aujourd'hui rencontrent des difficultés parce même que en Russie, on ne peut pas enfermer des êtres humains qui doivent se nourrir, qui doivent se mouvoir, qui doivent... Donc, et dans notre contexte, c'est d'autant plus difficile que les gens vivent au jour le jour. Donc, vous ne pouvez pas demander à des populations qui vivent au jour le jour vous ne pouvez pas les enfermer, sauf si vous prenez des dispositions pour leur apporter le minimum nécessaire pour survivre. On ne peut pas demander aux gens de se cantonner chez eux et de ne plus sortir. Pour moi, ce n'est pas possible, mais c'est possible de réduire, la circulation des individus et de se limiter au strict minimum pendant un moment, permettant ainsi de réduire considérablement la circulation du virus, donc de la contamination. Ça, c'est faisable et je pense que c'est dans ce sens que les dispositions sont prises. Donc pour moi, ce n'est pas un débat. Est-ce que, je veux dire, il est évident que enfermer toute une nation, je veux dire, il faudra bien qu'il y ait des gens dehors. Oui. Même ceux qui devront veiller à ce que le confinement soit appliqué, il faudra qu'ils soient dehors. Il faudrait quand même quelque chose dans un supermarché. Un boulanger, le supermarché doit être livré, il faudrait qu'il y ait un chauffeur de camion, il faudrait qu'il y ait une caissière. Donc il y a des gens, il faudrait qu'on puisse téléphoner. Pour pouvoir téléphoner, il faudrait qu'il y ait des gens, des techniciens, des gens qui sont... Donc on ne peut pas tout arrêter, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait des médecins, donc il y a un minimum de services qui doivent être assurés. Par conséquent, on ne peut pas avoir un confinement qui, dans l'esprit des gens, ce serait de dire que tout s'arrête, c'est impossible. Donc là encore, quand on communique mal, ça crée des paniques, ça crée des mouvements de foule, les gens se ruent dans les supermarchés, les gens ont des comportements complètement irrationnels. J'ai vu des choses, complètement irrationnels, et les réseaux sociaux véhiculent ce genre d'informations. Oui, faites attention, à partir de demain, tout va s'arrêter, faites attention. Ça, c'est au quotidien. Et les Camerounais... Et les commerçants profitent donc pour faire la surenchère aussi. Les commerçants ne sont pas forcément à l'origine de la désinformation. Mais moi, je pense que... Moi, j'accuse les médias. C'est là-dessus que les médias doivent jouer leur rôle. Les médias doivent jouer leur rôle. Les médias, ce sont eux les communicateurs. Il faut que la communication soit maîtrisée et qu'elle soit adaptée aux populations. Absolument. Les populations qui vous regardent veulent vous faire confiance. Donc, il faut adapter le discours à ces populations pour qu'ils aient la bonne information et qu'ils aient la bonne attitude. Et une dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que j'ai parlé des maladies psychosomatiques. Alors, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à développer des pathologies qui sont dues au fait que tous les jours, du matin au soir, vous riez, mais je vous assure, il y a des pathologies. On peut développer des gastrites. Ça au moment. Il y a des gens qui développent des gastrites, qui peuvent développer même une hypertension artérielle. Il y a des gens qui... À un moment, j'avais l'impression que ma gorge... Et déjà, sachez que tout cela, c'est-à-dire cet effet psychogène, ça, lorsqu'on est en pleine dépression, ça impacte le système immunitaire. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus vulnérable. Quelqu'un de dépressif est plus vulnérable face à la maladie. Donc, en fait, on s'affaiblit même. Voilà. Et lorsque le coronavirus, on va le rencontrer, donc on sera plus faible, plus vulnérable, on va s'infecter plus facilement. Et après, on va... Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut... il est absolument nécessaire que les gens se reprennent et qu'on regarde avec confiance l'avenir et qu'on puisse affronter cette pandémie ensemble, unis, solidaires et de façon raisonnable. Oui. Si je peux dire quelque chose par rapport à ça, à la suite du docteur, parce que je suis totalement d'accord avec lui, ce serait peut-être d'interpeller les pouvoirs publics. Là, j'ai salué une note que des gouverneurs sont en train de sortir.
qui interdit, c'est vrai que les lieux d'ambiance, entre guillemets, doivent être fermés à 18h, mais on s'est rendu compte que beaucoup de Camerounais se ruaient dans ces lieux de 10h ou de 6h à 18h, Mais j'ai vu, pensant rattraper le gap de 18h à 6h. Alors, il y a des gouverneurs, et celui du littoral était le dernier hier, à sortir une note dans laquelle il interdit même de s'asseoir dans les bars ou les ventes. Moi, je suis passé à aller 13h. acheter et aller boire chez vous. Alors moi, je dis, les sous-préfets doivent suivre, les maires doivent suivre. Voilà autant de petites mesures. Je suis passé devant un snack de réputation à Abdaïdo hier. C'était plein à craquer. Il était 15h. Plein à craquer. Moi, je pense que... Plein à craquer. Les gens buvaient, ils étaient contents, ils mangeaient du poisson. Je pense qu'au Cameroun, on a pris pour habitude de toujours accuser les autres. De toujours accuser les autres. Donc, c'est un comportement d'abord de nos compatriotes. Quand on vous dit le couvre-feu, on prend des dispositions assez souples, on abuse toujours. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend que ce n'est pas parce que c'est avant 18h qu'on ne peut pas se faire infecter. Ce qu'on recommande, c'est qu'on ne s'attroupe pas. Qu'on ne s'attroupe pas. Ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que plus il y aura de l'incivisme, plus cette crise va durer. Plus il y aura une voie royale au virus. Docteur, s'il vous plaît, expliquez aux Camerounais pourquoi est-ce qu'à 18h, on ne devrait plus... pourquoi est-ce qu'on avait dit ça? Ce sont des dispositions qu'on prenait parce qu'on s'est rendu compte qu'en général, c'est à partir de 18h que les gens se retrouvaient. Que tout le monde se retrouve. Donc, c'est vrai que ça va impacter. On a dit que la crise, elle sera économique. Oui, c'est clair. Forcément qu'il y aura des gens qui vont... Il y aura des pertes. Mais il y en a même déjà. Qu'est-ce que ces pertes-là... Je veux dire, ce qu'on doit comprendre, c'est que la crise sanitaire sera longue. Donc la crise économique sera... Plus on sera... indiscipliné. Plus on sera indiscipliné, plus la crise sera longue. Quand vous prenez des pays, regardez, moi j'ai des exemples, même en Europe. L'Allemagne a pour réputation d'être très disciplinée. Président. Quand vous regardez les statistiques allemandes par rapport à la France et l'Italie et l'Espagne, les statistiques, les Allemands ont très peu de morts. L'Asie, prenez la Corée, la Corée du Sud. Il n'y a même pas eu de confinement. Pourquoi? Parce que les gens sont disciplinés. Tout le monde a son masque. Prenons notre voisin, le Tchad. Moi, je pense que le Tchad est à 9 cas depuis un mois. Là où les gens sont disciplinés, la maladie avance lentement. Ou sinon, les dégâts et les dommages collatéraux sont minimes. Sont réduits, voilà. Si on n'est pas discipliné, la crise va s'installer durablement et les conséquences économiques, seront durables. Au Cameroun, Solange, les gens se comportent. C'est vrai que là, vraiment, j'ai l'occasion, ça me donne l'occasion de je ne vais pas dire tirer les oreilles, non, ce n'est pas mes enfants. Non, c'est important. Mais j'ai dit, ça me donne l'occasion de rappeler à mes collègues communicateurs vraiment de faire leur boulot. Mais Solange, les Camerounais se comportent comme si c'est l'affaire de Paul Biya. Oui. Ils ont même voulu nous détourner du véritable débat pour nous amener une psychose de papa qui est mort. Et on s'en fout. Mais le président va mourir un jour. Oui. Ils n'ont pas encore. On va tous mourir un jour. Non, on a un ennemi commun. Au lieu de se joindre à ce président pour l'aider à ce qu'on trouve des solutions et que nous vivons en paix et tranquille chez nous, on passe le temps à penser que non, c'est lui. C'est quand il va faire le discours que vous allez comprendre qu'il faut que vous arrêtez de faire pipi en route. C'est quand il fera le discours que vous allez comprendre qu'il faut que vous arrêtez de cracher, d'un rapport que nous, êtres humains, avons avec la mort. Et au Cameroun en particulier, déjà, comme je dis, la mort n'est jamais simple chez nous. Mais dis donc. Mais une chose est certaine, d'ailleurs c'est la seule certitude qu'aujourd'hui on peut dire, on va tous mourir. On va tous mourir, ça c'est clair. On va tous mourir. À partir du moment où on va tous mourir, pourquoi s'attarder du matin au soir à se poser la question de quand est-ce qu'on va mourir? Mais dis donc. Qu'on soit plus responsable, qu'on arrête de se faire peur et qu'on respecte un minimum de gestes préventifs pour que on fasse barrière à cette épidémie et que les personnes les plus vulnérables soient protégées. Je le répète, parce que eux, ils n'ont pas le choix. Que les personnes les plus vulnérables, les vieux, les malades, les démunis, ces personnes les plus vulnérables, c'est elles qu'on doit protéger. Tout à fait. Moi, je voudrais qu'on revienne encore sur une autre polémique qui a fait rage sur les réseaux sociaux. C'est parti d'une émission sur LCI, où on a ce professeur qui est interrogé et qui dit est-ce qu'on ne pourrait pas essayer le BCG, le fameux vaccin contre la tuberculose,
sur est-ce que ça ne pourrait pas marcher, nanana, etc. Et puis il dit, je vais être un peu taquin, est-ce qu'on ne peut pas aller le faire en Afrique, par exemple, et oui, on va, comme vous aviez fait avec les prostituées, là-bas, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout. Et on va aller essayer un peu là-bas pour voir si ça fonctionne. Et on a vu tous les Noirs, tous les Africains. D'ailleurs, même l'association des avocats du Maroc a porté plainte pour, ils ont appelé ça une injure raciale au continent. Et on a vu tout le monde se lever et dire non, nous ne sommes pas vos cobayes, nous ne sommes pas les cobayes d'aller faire des études chez vous, nous ne sommes pas des rats de laboratoire, etc. Je voudrais avoir votre avis en tant que médecin, malheureusement, dans ce que vous dites, oui, il y a eu une montée de beaucoup de personnes, d'ailleurs la majorité, qui ont été offusquées. Mais malheureusement, il y a des États qui ont quand même prêté une oreille très attentive à ce discours-là, mais c'est pas nouveau. Je veux dire, l'Afrique est un continent pauvre. Le drame, c'est que cette pauvreté, elle est devenue morale et intellectuelle. Elle n'est pas seulement matérielle. Aujourd'hui, en termes de pauvreté, il y a 50 ans, beaucoup de pays asiatiques étaient beaucoup plus pauvres et démunis que nous. Sauf que la mentalité, la culture est restée. Aujourd'hui, notre pauvreté, elle est d'abord et avant tout intellectuelle. Et c'est ça qui nous conduit dans ce genre de situation. Qu'il y ait des gens qui essayent d'utiliser l'Afrique comme un laboratoire pour faire des expériences, ça a toujours existé et malheureusement ça existera toujours. Mais il faudrait que les gens prennent conscience, parce qu'aujourd'hui l'information est libre, on peut communiquer, et que les gens prennent conscience qu'on doit avoir quand même comment dire, une certaine considération pour ce que nous sommes, et ne pas accepter tout et n'importe quoi. Maintenant, on ne va pas faire de polémique sur les vaccins, parce que de manière générale, les vaccins sont utiles. Il ne faut pas que les gens comprennent mal, parce que vous savez, c'est pour ça que je dis que la communication, elle est très, très complexe. Il ne faut pas aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que les vaccins... Non, il y a des vaccins utiles. D'ailleurs, c'est grâce à certains vaccins qu'on a pu endiguer certaines maladies. Oui. Vous parlez de tuberculose. Est-ce que vous savez combien de personnes la tuberculose tue par jour dans le monde? 3000. 3000 personnes meurent chaque jour de tuberculose dans le monde. Donc faites le calcul, en un mois, ça fait 90 000 personnes. En un mois, vous avez plus de morts de la tuberculose que du corona. Donc ce sont des maladies qui, justement, et ça, ces morts-là, c'est malgré le vaccin. S'il n'y avait pas eu de vaccin contre la tuberculose, je vous garantis qu'il y aurait beaucoup plus de morts. On rappelle quand même que l'État du Cameroun a pris en charge totalement la tuberculose. La tuberculose, c'est gratuit. Évidemment, et le traitement est gratuit. La vaccination est gratuite, puisque le vaccin à la tuberculose fait partie du programme élargi de vaccination au Cameroun, dont les enfants, dans l'intervalle de la première année... Oui, mais la question est la suivante. Si j'avais déjà été vacciné du BCG depuis... pourquoi est-ce que je dois reprendre le nouveau BCG aujourd'hui? Moi, mes propos étaient de manière générale sur la vaccination. Maintenant, en particulier sur ce qui a été dit oui, je pose la question, puisque tous les enfants ont été vaccinés. Moi, j'ai été vacciné. Par rapport au coronavirus, je ne peux pas aujourd'hui, là encore, il n'y a pas suffisamment de recul, et justement parce qu'il n'y a pas eu de test, que ça pourrait protéger. Est-ce qu'il y a un risque de se faire revacciner? C'est un vaccin qui est très bien toléré, donc il n'y a pas de risque réel. Mais maintenant, moi, je m'oppose à ce qu'on serve de cobaye, on serve de laboratoire au monde entier. Pourquoi faire des tests? Un recrutement, il devrait se faire de façon volontaire. Et pour moi, actuellement, l'Afrique ne constitue pas le foyer le plus important de cette maladie. Ouais. On peut faire des tests ailleurs. On n'a pas besoin de... Je ne vois pas pourquoi on ferait les tests en Afrique. Je pense que là, c'était des propos, comme vous l'avez dit. Bon, je ne les ai pas entendus, mais il se pourrait que ce soit des propos, s'ils ont été formulés tels que vous le dites. Je vous les envoie. Voilà. Par vidéo. C'est à la limite raciste, c'est vrai. Mais moi, je m'opposerai à ce que des tests soient faits ici. Maintenant, dans l'absolu, se faire injecter un vaccin à nouveau, le BCG, dans l'absolu, il n'y a pas de risque sanitaire dans l'absolu. Quelqu'un nous dit le confinement total est possible
Il faut juste de l'aide, il faut juste l'aide alimentaire. Tout le monde restera chez lui, subventionner les charges des familles et des entreprises. Alors moi j'aime bien les réflexions. Non, on vient de démontrer que c'est pas possible. S'il veut qu'on reprenne, je vais redire les dires de docteur. C'est pas possible parce qu'il faut... Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui. Bon, je voudrais un peu répondre à monsieur qui parle là. Je ne sais pas s'il est camerounais ou il est étranger. Allô? Oui, c'est un Camerounais. On vous entend. Oui, je voudrais parler à monsieur là. Je ne sais pas s'il est camerounais ou il est, je ne sais pas moi. Il s'appelle Dr Ngande. Oui, voilà, mais je voulais lui demander, aujourd'hui on donne les statistiques chaque jour du coronavirus. On dit en France, il y a 500 morts chaque jour, on dit en Italie, partout. Et quand il dit qu'il y a 3000 morts par jour de tuberculose, est-ce qu'il est conscient que s'il y a cette information est vérifiable, c'est que c'est une situation qui est autant grave que le coronavirus. Donc, qu'il sache que les gens écoutent et que les gens ne sont plus, comme il a dit lui-même, comme il y a 60 ans, où on n'avait pas de radio à tous les coins. Aujourd'hui, on suit, comme il parle, on suit. Alors qu'ils sachent alors que nous, on écoute. Et on entend souvent dire, oh, le paludisme tue 3000 personnes par... Mais on entend aujourd'hui, le coronavirus, c'est 500, c'est 1000 en Italie, c'est partout aux États-Unis. Alors nous sommes en train de vivre une situation que nous voulons avoir un peu plus de clarté. Et nous comptons sur nos frères qui sont des intellectuels comme lui, qui ont fait des études, qui ont été chez ces Européens, qui connaissent leur mentalité. Alors qu'ils soient francs, qu'ils soient franches pour nous dire exactement ce qui se passe. Que nous, ici, quand on dit vaccin, que nous on envoie nos enfants, que nous on se pointe pour se vacciner, parce qu'autrefois, moi je suis de ceux qui ont été vaccinés comme on vaccine les animaux aujourd'hui au pistolet. Voilà. Je ne sais pas si lui a été vacciné au pistolet. Alors, oui, alors. Oui, nous vous écoutons. Alors, que lui, il dise que le mot de vaccination que lui a reçu quand il était petit, et pour que nous aujourd'hui, quand on entend les choses, on ne les lit pas dans les réseaux sociaux, et que dans nos gouvernants, personne ne se lève pour dire attention, ce n'est pas une bonne nouvelle, et que les gens s'attendent à ce que demain, quand on va dire vaccination pour les enfants, que nous, les parents, on envoie nos enfants, nos petits-enfants, sans aucune inquiétude. Parce que nous savons quand même que les vaccins, c'est une bonne chose parce que nous l'avons appris à l'époque. Mais quand ça devient déjà flou, qu'on ne sait plus là où mettre la tête, que lui, en tant qu'intellectuel, qui nous dise et qui nous garantisse que... Voilà. Bien, alors, je vais répondre à ce frère, puisqu'il a commencé par me demander si j'étais camerounais, il a fini en m'appelant son frère. Donc, je suis effectivement son frère. Et il l'a dit lui-même, la réponse est dans sa question. Il peut, je pense qu'il n'a pas eu le temps de vérifier, il peut vérifier sur des sites totalement libres et qui sont fiables, comme celui de l'OMS, par exemple. Il peut vérifier le nombre de morts de la tuberculose par jour, on est à plus de 3000. Le nombre de morts du paludisme par jour, dans le monde, pas au Cameroun, on est à plus de 2000. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de polémique à faire, ce sont des informations parfaitement vérifiables. Se rassurer, je l'ai dit, je répète, la vaccination n'a rien il faut pas qu'on soit encore qu'on devienne paranoïaque et qu'on soit toujours qu'on pense que il y a toujours des complots qu'on est en train de faire. Non, la vaccination est nécessaire. Beaucoup de maladies ont pu être éradiquées ou endiguées grâce à la vaccination. Et puis c'est tout simple, faites confiance à vos autorités. Nous avons une autorité sanitaire. Je ne pense pas que la vaccination se fasse dans un coin de rue. Il y a des programmes nationaux de vaccination de masse. Et aujourd'hui, le Cameroun a souscrit à ces programmes et ils se font de façon tout à fait officielle, organisée par la tutelle, qui est le ministère de la Santé publique.
sous le contrôle naturellement de toute la nation qui regarde ce qui se passe. Il n'y a pas de doute à avoir. Donc moi j'invite les populations, quand il y a une campagne de vaccination organisée par l'autorité sanitaire, qu'elles y adhèrent massivement parce que c'est dans l'intérêt de nos populations. Quel est l'intérêt pour les gouvernants de décimer leur population? Je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'on remette les choses dans le problème, c'est que quand on écoute ce professeur... Mais le professeur ne parle que... Il ne représente que lui, le professeur. Solange. Il faut bien écouter ce que le docteur dit. Il dit, la vaccination en elle est quelque chose de formidable magnifique, dans le principe scientifiquement démontré. Très bien. Maintenant, la vaccination au corona, vu l'image et la vidéo qui circulent, il n'est pas d'accord que l'Afrique soit cobaye. Oui. Et là, moi, j'ai dit, je suis d'accord avec lui. Ouais. Moi, personne ne serait d'accord d'être le cobaye d'un professeur européen ou quoi, ou français qui va venir nous prendre pour des rats ou pour des souris, pour essayer des trucs sur nous. Mais ça ne veut pas dire que la vaccination en elle est quelque chose de mauvais. Justement, ce qui a choqué les gens, c'est qu'il s'en va même prendre l'exemple des prostituées africaines qu'ils avaient pris. Parce qu'il y a eu des incidents de ce genre. On a infecté des jeunes femmes au virus du VIH. Oui. Parce qu'on voulait faire des expériences. C'est passé en Ouganda ou au Zimbabwe. Oui, il y a bien plusieurs pays africains qui ont été touchés. Donc, c'est à ça qu'on voulait faire référence. Mais je dis, si aujourd'hui, il y a un vaccin avéré contre le coronavirus, mais il est évident... Commencez par vous. Il est évident, non, si c'est avéré, pour le moment, il n'y a rien d'avéré. Il est en train de faire des recherches. Oui. Donc, c'est pour ça on a quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. Oui, bonjour, allez-y, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur. Vous êtes en ligne. Vous êtes en direct. On a perdu. Le réseau. Donc, le numéro est affiché. Posez toutes les questions au médecin et à monsieur. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Bordel, parlez! Eric. Le réseau. Le réseau n'est pas bon depuis la pluie du matin. Ouais. Les opérateurs sont en confinement. Bon, maintenant, s'il faut revenir à la préoccupation d'un des téléspectateurs qui a écrit, qui disait que le confinement total est possible. Je tente de démontrer qu'on vient d'expliquer que ce n'est pas possible. Si on dit confinement total, ça veut dire qu'on n'aura pas de police dehors, on n'aura pas de médecin dehors, on n'aura pas le personnel médical, infirmier, laborantin, tout dehors. On n'aura pas la télévision. On n'aura pas la télévision. Donc, du coup, il doit comprendre que seulement s'il faut... Voilà, seulement s'il doit comprendre que c'est quelques corps de métier qui doivent continuer à faire vivre la société, doivent se mouvoir. On ne peut pas parler de confinement total, c'est pas possible. Oui. Et il y a un autre problème, j'aimerais que ce problème de taxi, justement, vous parliez de taxi et de benzikin, on a demandé aux taximens désormais d'avoir 2 derrière et 1 devant pour éviter la propagation du virus. Et les taximens se plaignent, d'ailleurs, même ils veulent rentrer dans une grève dès demain. Ils disent que vous ne pouvez pas nous demander de faire ça et vous n'avez pas revu le carburant, vous n'avez pas revu, parce que nous ne réussissons même pas à rentrer dans nos frais. Solange, je vais répondre très rapidement, peut-être avant le docteur, avant le médecin, parce que c'est une question sociale. Et moi je dis, je suis souvent désolé que nos gouvernants, j'ai l'impression qu'à certains moments, ils mettent la charrue avant les bœufs. Oui. Parce qu'on ne peut pas demander en même temps. Le taxi est un corps de métier de transport qui est régi par une loi au Cameroun, au même titre que le transport interurbain. Alors on ne peut pas tolérer que parce qu'on demande à une agence de voyage qui a un bus de 49 places, d'en prendre 20, parce qu'il faut respecter la distance sociale, et lui, il décide d'augmenter le prix pour que sa marge bénéficiaire reste identique. Et on vient refuser ça au taximan sous le fallacieux prétexte que lui travaille dans la ville. Alors que les deux sont des acteurs du même secteur, le transport. Moi je dis, et c'est à des occasions comme celle-ci,
où la population, comme le disait Docteur tout à l'heure, on a la psychose de ces réseaux sociaux qui mettent tout le monde en peur, qui mettent tout le monde dans le stress. Vraiment, il faut que ces gens évitent d'en rajouter. Moi, je pense que c'est facile. Le ministre des Transports connaît tous les présidents des syndicats, que ce soit des taxis. À l'occasion d'une discussion, de commun accord, ils arrêtent quelque chose. Peut-être on va leur suspendre la visite technique pour peut-être on va réduire l'assurance, peut-être on va réduire quelque chose. D'une manière ou d'une autre, eux, ils vont laisser quelque chose. L'État aussi va laisser quelque chose. Comme tout à l'heure, on le dit avec le docteur, c'est une question de société, c'est une question sociale. Mais que l'État se comporte comme si... Non, moi j'ai dit, je ne suis pas d'accord pour une grève, parce que ce n'est pas la solution, mais j'ai dit, il faut qu'il continue à cogner la porte du ministre, il faut que ça soit discuté. Absolument. Alors, la grève, pour moi, n'a jamais été la solution, parce que, surtout dans une situation telle comme celle-ci, comme celle-ci, je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, nous devons être solidaires. Voilà. L'ennemi, ce n'est pas l'autre, l'ennemi, c'est le virus. C'est le virus. Maintenant, chacun doit faire un effort. Moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne ça. L'effort ne peut pas être fait seulement par certains. Parce que quand on attend des choses de l'État, mais l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Bien sûr. L'État, on dit que l'État va subventionner. Et là, subventionner avec quels moyens? Qui donne l'argent à l'État? C'est nous. C'est tous les Camerounais. En même temps, les Camerounais ne veulent pas payer des taxes. En même temps, ils ne veulent pas payer des impôts. Mais en même temps, ils veulent de l'argent de l'État. Mais cet argent va venir d'où? Dans un moment, je pense qu'il faut éduquer les Camerounais. Il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Parce que moi, quand j'entends, quand je lis sur les réseaux sociaux que oui, il suffit de mettre des gens chez eux et de leur apporter la nourriture, mais qui apporte la nourriture de qui? On va prendre la nourriture où? C'est pas par hasard qu'on est pauvre. Si on est pauvre, c'est parce que tout le monde est pauvre. Il ne faut pas partir de certaines exceptions. Oui, nous avons des milliardaires, mais la population dans son ensemble est pauvre. Docteur Ngandé, vous êtes chauffeur de taxi, vous devez donner à votre patron tous les jours 10 000 francs CFA, par exemple. Vous devez mettre le carburant et derrière, vous avez votre argent, votre salaire de la journée. Maintenant, vous étiez peut-être à 5 passagers avant, désormais vous êtes à 3. Ça veut dire qu'il y a une réduction quelque part. Madame Biala, moi je vais vous répondre indirectement. La femme qui vendait des beignets au bord de la rue et qui avait pour seul moyen de subsistance cette activité. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, elle n'a plus de clients. Vous pensez qu'elle fait comment? Les ventes emportées qu'on ferme aujourd'hui, on dit qu'il faut fermer les bars. Vous pensez qu'eux n'ont pas de manque à gagner? Je dis tous les Camerounais sont concernés. Ce n'est pas seulement les taximans. Je ne veux pas dire tout le monde est impacté. Il faut qu'on réfléchisse ensemble sur des solutions, mais qu'on comprenne que la solution ne viendra pas. Il ne va pas tomber du ciel. Ça c'est vrai. C'est les Camerounais qui doivent se mettre au travail, qui doivent encaisser le coup. Le problème, c'est qu'ils disent qu'ils ont essayé, ils ont écrit des lettres qui sont restées vaines. On peut ne pas diminuer le prix du carburant peut-être, mais comme disait Jules Bendé, on peut décider d'enlever quelque chose par exemple, parce que je pense que tous les 3 mois, les taximens payent... Ou même pourquoi pas, puisqu'on l'a permis. Oui, allô, bonjour. Allô? Décidément, le téléphone. Le réseau. Puisqu'on a permis aux transporteurs interurbains de remonter un peu de quelque chose sur le transport, pourquoi on ne permet pas aux taximans de remonter 20 francs? Tout simplement parce que ça va affecter une plus grosse frange de la population. Parce qu'on ne voyage plus beaucoup. Moi, je pense que les solutions ne sont pas là. Il ne faut pas que ce soit une course à l'inflation. Ce ne sont pas les solutions. Mais moi, je pense qu'il faut laisser nos politiques qui ont les compétences. Moi, je pense qu'il y a un ministère de tutelle. Laissons ceux qui en ont la responsabilité prendre les décisions. Ce que je déconseille, c'est qu'on commence à essayer de faire le bras de fer. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, bienvenue. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allez-y. Je voulais rappeler aussi que le monde est plongé aujourd'hui dans du capitalisme. Même quand il y a un problème qui est inéluctable, comme le Covid-19 là, on sait que tout le temps, ça va envahir presque partout, mais il y a toujours des gens qui trouvent en faisant un moyen de se faire du gain, plus d'argent sur les autres.
quand rend ça plus facile à jouer pour le Camerounais, parce que le Cameroun, d'abord, nous n'avons pas ces moyens-là. Pour pouvoir jouer continuellement, Vous le suivez, moi je le suis. C'est ce que je voulais juste dire, que le gouvernement, s'il est assez conscient, qu'il prend ses responsabilités en main, qu'il essaie de chercher des solutions pour le calmement ou des remèdes ou encore des choses préventives pour mettre en la portée aux citoyens. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Oui, donc monsieur parlait de la prévention, de mettre un accent sur la prévention, parce que Oui, et il disait que le Cameroun n'a pas de moyens. Le Cameroun n'a pas de moyens, je veux dire, ça c'est connu. Maintenant, le gouvernement ne peut pas faire des miracles non plus. Aujourd'hui, la science évolue rapidement, les chercheurs font leur travail, mais malheureusement, il n'y a pas encore de traitement avéré. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'expérimenter, mais il n'y a pas encore de traitement véritablement commercialisé contre cette maladie, ni de vaccin. Donc c'est une course contre la montre, je le sais, mais on ne le répétera pas assez. La prévention reste la première des choses à la portée de tous les Camerounais. Donc il faut que les gens en prennent conscience. Et c'est elle qui va nous délivrer. C'est cette prévention qui va nous sauver. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand on va le comprendre, qu'on va être sauvé et qu'on pourra reprendre une vie normale. Voilà. Tant qu'on ne veut pas le comprendre, ben, écoutez, on se met dans une situation qui sera très difficile, et plus elle sera longue, plus elle sera difficile. Voilà. Comment réussir donc aujourd'hui à amener les Camerounais à rentrer véritablement dans la prise de conscience et dans la prévention? Il faut accentuer et changer le modèle de communication actuel. Il faut leur parler. Et quand à une certaine période on se rend compte qu'ils ne veulent pas, parce que ce sera une question de volonté, il faut passer à l'étape suivante, c'est tout. Il n'y a pas de solution magique. Parce que si le monsieur qui crache partout, à qui on dit tout doucement, monsieur, vraiment arrêtez de cracher partout, ne crachez plus sur les rivières, parce que à plus bas il y a des gens qui se lavent, ne crachez plus à tel endroit ou quoi, entrez dans des toilettes publiques, allez cracher. Il continue à cracher ce monsieur, mais on s'occupe de lui comme on s'occupe de quelqu'un qui refuse, qui veut tuer les gens. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'on devrait donc mener des... on devrait utiliser la force justement pour ramener les gens... Parce que jusqu'ici, on parle, il n'y a pas la force, c'est la dernière solution. On vient de dire, il faut communiquer. Il faut communiquer. C'est allô. On a vu les batteries de communication pendant les campagnes électorales il y a un an, il y a 2 mois. On peut retrouver encore ces batteries de communication. On est dans les quartiers, on est dans les villages. On parle aux populations. On demande aux radios, aux télévisions de faire des émissions thématiques, qu'on ait des médecins comme docteur là. Aujourd'hui, heureusement, vous avez vu, tout le monde qui appelle veut avoir un éclairage de docteur, qu'on ait des émissions spécifiques sur le corona, je crois qu'on pourra s'en sortir. Si à ce moment, on se rend compte qu'il n'y a pas un changement, qu'on ne passe pas de plus de 10 malades de plus tous les jours, mais on passe à la dernière solution, c'est tout. Écoutez, moi je suis médecin, donc je défends la vie. Je pense que la violence n'a jamais résolu aucun problème. Quand je dis la violence, c'est-à-dire on punit... La violence n'a jamais résolu aucun problème. Partout où vous irez, on n'a jamais résolu, on n'a jamais terminé une guerre, quelle qu'elle soit, par la violence. C'est-à-dire on s'est toujours assis autour d'une table pour discuter. Je vous assure, docteur, si je fouette le gars qui crache sur la rivière, il ne va plus cracher. J'ai des doutes, mais bon. Non, moi, mais je en pense France, que, il y a des taxes à payer lorsque vous sortez, par exemple. Si on vous attrape... Oui, mais on ne peut pas transporter. Ne faisons pas du mimétisme, on ne peut pas transporter ce qui se passe en France. Non, je veux dire, si on arrive dans un marché et qu'on trouve... Comment vous pensez faire ça? On peut, mais je veux dire, vous exposez d'abord nos forces de l'ordre. On va même le faire entre des gens qui sont capables de se nourrir. Ensuite, vous risquez de créer des émeutes, vous risquez de créer... Moi, je pense qu'il faut... C'est un problème qui concerne tout le monde. Communiquons, parlez. De la même manière qu'on a réussi à créer cette psychose, qui pour moi n'est pas utile, mais créons une prise de conscience. Il faut créer une prise de conscience en communiquant tous les jours, en répétant
tous les jours, du matin au soir. Comment on le fait? Parce qu'on sait bien le faire quand ça fait le buzz, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas quand c'est utile? Voilà. Qu'on communique sur des gestes barrières, qu'on communique sur les attitudes à avoir, qu'on parle aux Camerounais. Les Camerounais, ce sont des êtres humains, ce sont des gens conscients, ce sont des gens responsables. Mais qu'on les sensibilise. Donc pour moi, c'est ça la solution. Je veux dire, commencer à mettre des... qu'on dénonce les comportements qui ne sont pas responsables. Et je pense que à la fin, on va pouvoir ramener tout le monde dans les rangs et obtenir un résultat. Mais pour moi, ce ne serait pas la solution. La force ne serait pas la solution dans la mesure où la force... Pour moi, ce sera la dernière solution. Parce qu'il y en a qui ne comprennent que ce langage-là. Bien, moi, permettez-moi d'avoir... Voilà, il y a beaucoup... Épuisons d'abord toutes les solutions. Voilà, je suis d'accord. Et voilà, avant de penser à réprimer, parce que la répression, de toute façon, si elle avait résolu les problèmes, ça se saurait. Moi, je pense que si on est dans une situation comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est justement parce que... Non, ça c'est pas une solution. Parler aux Camerounais, c'est de toute façon dans leur intérêt. Mais en Chine, on a vu, il y avait des images où on arrivait devant la porte de... quand on arrivait dans la fameuse ville loin et on savait qu'il y avait un infecté, on venait avec les grosses planches comme ça et comme ça. Moi, déjà. Moi, j'ai vu ça à la télévision. Oui, mais déjà, il faut interpréter raisonnablement tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous êtes quand même du domaine. Non, c'était pas les réseaux sociaux, c'était à la télé. Même à la télé, je veux dire, il y a quand même des choses qu'il faudrait relativiser. Il ne faut pas tout prendre pour acquis. Première chose. Deuxième chose, mais vous parlez souvent, les Camerounais revendiquent la démocratie, la liberté d'expression, et vous prenez l'exemple de la Chine. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on nous enferme chez nous? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire quelque chose et son contraire. On a exigé la démocratie, on a exigé la liberté d'expression, on a exigé beaucoup d'autres libertés. Et aujourd'hui, on fait marche arrière, on demande à nos gouvernants de devenir des dictateurs et de nous imposer les choses. Donc, à un moment, je pense qu'il faut... Oui, mais les gens sont toujours dans la rue. Les gens sont toujours en train de boire dans les bars. En même temps, je suis d'accord avec vous, Solange, une seconde. Oui. En même temps, je suis d'accord avec vous. En même temps, je vais rejoindre Solange. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a trop parlé. Je suis d'accord qu'on continue à parler. Continuons à parler. Moi-même, je vais contribuer à essayer d'aider à parler. Mais je dis, il y a des Camerounais. Je parle de mes frères Camerounais. Je ne parle pas des Tchadiens ou des Béninois. Je parle de mes frères. Il y a un degré de désinvolture, un degré de têtutesse, un degré de je m'en fous. De dépravation qui a atteint un niveau non acceptable. Où la seule solution, c'est le fouet. Non, la solution, c'est que les familles, les parents, les pères, la mère prennent leurs responsabilités et jouent le rôle qu'ils devraient jouer auprès de leurs enfants. C'est d'abord ça. Je veux dire, ce n'est pas le maître, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le chef de l'État. Je pense que c'est d'abord, ça commence au niveau de la cellule familiale. Bien sûr, bien sûr. Moi, à l'époque, au Cameroun, on respectait les aînés, on respectait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. On ne respecte que l'argent. Mais docteur, je suis arrivé au point de penser qu'un seul mot a disparu du langage au Cameroun. S'il te plaît. C'est la peur. Ah, ok. On n'a plus peur de rien. On n'a pas peur de la loi, on n'a pas peur de... Mais attendez, on n'a pas peur de l'aîné, on n'a pas peur du parent, on n'a pas... Non, mais attendez un peu. Parce que j'ai vu les gens boire... Il y a le respect, oui, c'est vrai, mais le respect était accompagné par la peur. Oui, mais monsieur Jules Mbende, j'ai vu des gens boire au bar hier, à 15 h à Deido. Ils étaient nombreux. Je passais dans un snack très réputé là-bas. Les gens étaient en train de... Et ils vivaient leur vie comme s'il n'y avait rien du tout. Il y a des gens qui vont se souder la gueule, qui vont se contaminer, qui vont rentrer dans les domiciles, contaminer épouses, enfants, peut-être parents qui sont de passage. Oui. Non, c'est catastrophique. Et ils se parlent à l'oreille comme ça, parce que comme la musique est très forte, on est obligé de se parler à l'oreille. J'ai vu des choses incroyables. Alors, il y aura des modifications de comportement. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'on a besoin d'un peu de temps. Malheureusement, on n'a pas de temps avec l'épidémie. On n'a pas de temps. Je vous garantis qu'on va commencer à changer. D'ailleurs, je ne vois plus beaucoup de gens s'embrasser. On se dit bonjour de loin. Ça a commencé. Et je vous assure que ça va se faire. Quand on va voir les premiers décès, malheureusement, quand on aura un proche, un ami, une connaissance qui va décéder, on prendra conscience. Malheureusement, on va en arriver là. Et c'est pour ça que moi, j'exhorte mes compatriotes
à ne pas attendre qu'on en arrive là. Voilà. Parce qu'il pourrait y avoir une hécatombe. Quand je dis une hécatombe, c'est parce que je parle du fait que chaque vie humaine est importante. Maintenant, on ne va pas avoir la moitié de la population camerounaise qui va disparaître, loin de là. Mais il y aura des morts, il y aura malheureusement des morts, il y aura beaucoup de morts. Et ça, nous pouvons, au moins, si ce n'est pas l'éviter, on peut l'atténuer. On peut l'atténuer, en ayant tout de suite des comportements beaucoup plus responsables. Élémentaire. Un dernier mot à l'endroit de toute la population camerounaise qui nous regarde. S'il y avait quelque chose à leur dire. Non, mes frères, mes soeurs, mes parents, du fond de cœur, c'est sérieux. C'est plus de la blague. C'est sérieux, j'ai perdu des amis. Je crois que le moment est venu que nous soyons suffisamment responsables. Appliquons les mesures qui nous ont été dictées et continuons à mettre un accent sur l'hygiène autour de nous et en nous-mêmes. C'est tout ce que je peux dire. Docteur? Mais je pense que tout a été dit. Aujourd'hui, moi, je vais souligner le fait que ce qui est à notre portée à tous, ce sont des gestes barrières, donc ce sont des gestes de prévention. C'est l'hygiène individuelle, l'hygiène collective avec des comportements responsables. C'est faire barrière à cette propagation du virus en pensant aux plus vulnérables. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui devrait revenir au premier plan, c'est la solidarité. On oublie très souvent qu'il faut qu'on soit solidaire. Mais est-ce que vous pensez que la solidarité encore c'est vrai? La solidarité, on en a besoin. Mais nous sommes obligés là. Parce que sans solidarité... Docteur, on est arrivé à un niveau au Cameroun où quand quelqu'un fait même un geste noble, on se dit qu'il y a toujours un piège derrière. On parle du coronavirus. Sans solidarité, on ne peut pas se sauver seul. On ne peut pas se sauver seul. On ne peut se sauver que de façon collective. C'est tout. Donc, si vous vous enfermez seul chez vous avec toutes les provisions du monde que vous avez, ça ne va pas arrêter la maladie. C'est clair. Tant qu'il y a des malades, ça ne va pas arrêter la maladie. Donc, le seul moyen de se sauver, c'est qu'on soit solidaires, tous ensemble. Les uns des autres. Nous allons y arriver, tous ensemble, en respectant des règles, en étant disciplinés. Oui. C'est notre discipline qui sera le seul indicateur qui permettra de savoir si la pandémie au Cameroun aura des conséquences graves ou pas. Voilà. Je pense que c'est ce qui fera la différence. Absolument. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Nous, on continue. Il y a le challenge Lave tes mains que nous avons aussi lancé pour essayer de dire aux uns aux autres, lavez-vous les mains. Quelques influenceurs, quelques hommes de médias, quelques artistes ont joué ce rôle. D'ailleurs, on doit continuer à le faire pour laver les mains. Je pense que chacun à son niveau aujourd'hui doit passer le bon message, doit justement arriver à passer le message de prévention. C'est la seule chose pour le moment. Malheureusement, le téléphone n'avait pas trop de chance cet après-midi. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, avec encore, je suis sûre qu'on restera toujours dans la même thématique, mais on souhaite, comme je me suis levée l'autre jour, j'avais carrément oublié que le corona existait. C'est une fois dehors que je me suis rappelé, tiens, j'ai vu quelqu'un avec le masque. Je pensais que c'était fait, que c'était éradiqué. Donc, on continue de rêver. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas les rediffusions demain, 17h. Et puis, toute la semaine à venir, vous aurez des rediffusions de cette émission. Portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Au revoir.